bonjour à tous, je vous remercie d'être nombreux encore à venir malgré le fait que ce soit pas forcément un temps de travail et voilà, donc du coup ça va être le premier Culture Psy qui du coup que j'anime pas et qui revient donc avec le docteur Cézanne que je vais présenter en disant qu'au début il est venu nous rejoindre à Vichy-Est et ça a vraiment été pour moi personnellement une rencontre, voilà, et c'est vrai que je pense qu'il y avait un moment où la psychiatrie portait aussi beaucoup plus la pensée, le sens, et quelque chose qui a une approche plus des sciences humaines, et c'est vrai que c'est toujours, c'est quelque chose qui peut-être en tout cas moi dans mon enseignement, c'est pas forcément là que je l'ai trouvé, donc moi je trouve ça bien voilà, le Dr Cézanne ait bien voulu faire quelque chose à propos de Lacan, sachant qu'en effet on en parlait là, avec le directeur, ici ça a été un bastion lacanien pendant très longtemps, c'est peu de le dire, voilà, et maintenant aujourd'hui c'est vrai que bon, si on dit qu'on se revendique de Lacan, faut se cacher quoi. Bonjour Elodie. Et à ce moment-là donc voilà, peut-être. Alors je voulais juste demander, ça vous dérange d'être filmé ou pas du tout? Qui ça? Non, ça vous dérange pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, je veux vraiment pas être filmé? Parce que peut-être s'il y a un moment, tu peux faire un petit panoramique ouais, pendant le truc. Ouais, ok. Voilà, donc c'est ma sœur en fait qui va s'occuper de faire les vidéos. Il y aura toujours des vidéos du coup à partir de maintenant pour les Culture Psy. Et ensuite, on ne sait pas encore comment on vous les mettra à disposition. Est-ce que ce sera sur Internet ou est-ce que ce sera sur un modèle solide avec des DVD? On ne sait pas encore. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là avant, le but c'est que vous ayez tout le temps des nouvelles interventions, que ce soit 1h30 d'intervention, une demi-heure ensuite d'échange, voilà, et puis bah, encore une fois, voilà, je remercie le docteur Cézanne, vraiment. Patient. Non, mais voilà, ça, et puis voilà, quand il y a de la... Non, mais il y a de la vie, qu'est-ce que vous voulez dire? L'usage est de remercier celui qui vous a proposé de faire une intervention, mais en l'occurrence, je ne sais pas si je veux le remercier, parce que c'est un peu un cadeau empoisonné, enfin une proposition un peu empoisonnée. De toute façon, dès qu'on parle de psychanalyse, c'est du poison, hein, c'est-à-dire on est surpris là où on n'attend pas. Hein. Vous savez que Freud, arrivant à New York, je crois que c'était avec Jones, je ne sais pas si c'était avec Jones, mais peu importe, lui disons, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Sauf que justement les Américains, ils n'ont pas été trop contaminés, et en tout cas pas par le lacanisme. Ils ont résisté, c'est d'ailleurs là contre que Lacan, pour une part, s'est construit. Contre l'ego psychologique. Hein. Bon, ça, vous voyez, il y aura peut-être des moments où je serai un peu en avance sur mon propos, mais peu importe. Bon. Donc je ne vais pas remercier le docteur Marmélis. C'est bien fait pour lui. Ensuite, Culture Psy, je trouve que c'est bien d'avoir appelé ça Culture Psy, parce que je ne suis pas un professeur de lacanisme. Hein. Il y en a, c'est vrai, de moins en moins, ou alors il y a des fiefs comme ça. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce serait plus aujourd'hui un fief un fief de lacanisme. Sachant que, je ne sais pas si quelqu'un, j'anticipe un peu, mais peu importe, savent qui est Jacques-Alain Miller. Je pense que certains savent qui est Jacques-Alain Miller. Jacques-Alain Miller, c'est celui qu'il a rencontré en 1963 ou 4, je crois, qui était un jeune agrégé de philosophie et qui lui a permis, qui a pris en main la doctrine lacanienne, hein, pour en faire la cause freudienne, l'école de la cause freudienne, etc. C'est lui qui a constitué ensuite la bureaucratie toujours en vigueur, qui marche toujours, lacanienne. En même temps, ce mouvement et la pensée de Lacan lui a un peu échappé, mais il était quand même proche de la fin de sa vie, pas tout à fait à la fin de sa vie, mais proche de la fin de sa vie. Bon, donc c'est très bien que ce soit... on va avoir de l'eau. On peut en chercher. S'il vous plaît, parce que je sens que je vais avoir besoin de boire. De l'eau. Pour l'instant, en tout cas. Bon,
que ce soit culture psy, parce que c'est un peu de la culture générale. Je ne suis pas un professeur de l'académie, je ne vais pas vous parler du fantasme, du semblant, etc. Je vous en parlerai un petit peu, mais ce sont des indications plutôt générales. Bon. Ce qui me semble le plus important, c'est ce qu'on appelle, ce que Lacan a appelé l'éthique de la psychanalyse. Mais ça, je vous en parlerai à la fin, parce que c'est un aboutissement de la conception lacanienne de Lacan de l'inconscient. Pourquoi j'ai dit à propos de Lacan? Parce que Marmélis, au départ, m'a dit, vous voulez parler de Lacan? Lacan, vous vous rendez compte, le titre et l'ampleur du sujet. J'ai dit non, on va dire à propos de Lacan, comme ça me laissera un peu de liberté pour aborder des points, pour en laisser d'autres de côté, où je ne suis pas forcément très à l'aise. Parce que c'est très complexe pour certains, et même on peut pas. Il y a certains, notamment la fin de la théorisation de Lacan entre 65 et 78, 80, où il y a quand même des choses assez obscures, mais qui demandent sûrement à être et qui sont reprises aujourd'hui. Alors Lacan, pourquoi Lacan? De quoi Lacan est-il le nom? Lacan, vous en connaissez un autre dans la psychiatrie ou dans la psychanalyse française? Bon, il y a finalement que Lacan. Enfin, c'est pas que Lacan comme praticien, mais comme théoricien, il n'y a que Lacan. Hein. Et de quoi est-il le nom? De la psychanalyse française. Hein. Même si, et avec l'école de la cause et ce fameux Jacques-Alain Miller, dont je vous parlerai tout à l'heure un peu dans l'historique de Lacan, qui a une diffusion mondiale, mais bien moindre que ce qu'on appelle l'IPA, hein, l'Institut psychanalytique, l'Association psychanalytique internationale, le freudisme orthodoxe. Merci. Donc, pourquoi Lacan? Eh bien, parce qu'il n'y a que Lacan, finalement. Alors, certains ne seront peut-être pas contents, enfin pas ici, je ne pense pas, mais d'autres ne seront pas contents, mais qui a fait un apport théorique aussi important, reprenant les recherches théoriques depuis 2500 ans, depuis Héraclite en passant par Heidegger aujourd'hui, jusqu'à Lacan, c'est Lacan. Hein. Et Lacan contre Descartes. Lacan contre le cogito ergo sum, je pense, donc il a dit, non, pas du tout. Hein. Bon. Lacan, finalement, c'est quoi? C'est le Freud au XXe siècle. C'est-à-dire que c'est bien sûr l'expérience de la psychanalyse, mais théorisée à partir des sciences ou des paradigmes scientifiques de l'époque postérieure. Certains ont pu dire, notamment Alain Badiou, qui est un philosophe français, oui, c'est entre nous, mais enfin bon, philosophe français quand même, qui a pu dire que Freud s'était trompé de science. Freud s'est trompé de science puisque à l'époque, les sciences dominantes, c'était... Freud était bien sûr neurologue, donc c'est la neurologie, c'est la physiologie neurologique, et c'est la thermodynamique, c'est-à-dire les échanges d'énergie. Et une bonne part de la théorisation, en tout cas les premiers temps de Freud, c'est les échanges d'énergie. Bien. Donc, Lacan, lui, on en parlera un peu plus, de par son histoire, de par son parcours, va s'appuyer non plus sur la thermodynamique, non plus sur la neurologie, hein, il va s'appuyer sur notamment le structuralisme, hein, et plus tard sur la topique, sur les nœuds borroméens, etc., etc. Bon, ça c'est la dernière partie, et les mathématiques, naturellement. Ça c'est la dernière partie de son enseignement à la fin de sa vie. Bon. Et surtout, je pense que l'idée centrale pour
à propos de l'inconscient, puisque c'est quand même de ça dont le sujet central, c'est que l'inconscient n'est pas un lieu. L'inconscient est une fonction. L'inconscient est une fonction permanente. On dit la psychologie est profondeur, comme s'il suffisait de s'enfoncer dans le psychisme des gens pour aller épuiser leur inconscient. Il va nous montrer que pas du tout, ce n'est pas dans les profondeurs, c'est dans le langage. Bien. D'ailleurs, oui. Donc, un petit peu. Enfin, mon plan va être le suivant. C'est-à-dire, bon, après cette introduction, on va faire une petite historique de la trajectoire de Lacan. Ensuite, et puisque, bien sûr, autre signifiant central, mis à part l'inconscient, c'est le signifiant lui-même. Je vous donnerai qu'est-ce que c'est qu'un signifiant. D'ailleurs, hier, quelqu'un m'en a fourni un dont je vous donnerai aussi comme exemple, et auquel j'ai repensé depuis. Voilà. Et le signifiant, justement, il avait hier, comme à chaque fois, cette qualité de surprise. Il nous surprend. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'entendre. Bon. S'il n'y a personne pour l'entendre, c'est un peu, on a tous cette expérience, on fait un rêve, on dit tiens je rêve, je suis dans le rêve, on se réveille, c'est fini. Bon, eh bien, pour la présence de l'inconscient, on va dire, un signifiant qui apparaît, c'est la présence de l'inconscient, c'est toujours très, très fugace, c'est toujours imprévu, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entende. Si quelqu'un n'est pas là pour l'entendre, eh bien, il n'y a pas, alors on peut même dire, il n'y a pas analyse. Donc ça, c'est une autre question. Ça me permet de dire aussi que il ne suffit pas de se dire analyste pour être analyste, pour l'être. Il ne suffit pas qu'il y ait un analyste pour qu'il y ait analyse. Il peut y avoir analyse sans qu'il y ait d'analyse, enfin, etc., etc. Bon. Donc, un peu d'historique. Ensuite, donc, je vous donnerai un exemple de signifiant. Ensuite, on prendra pour exemple quelques citations à propos desquelles on peut essayer de réfléchir sur la complexité des choses. J'essaierai de vous faire un schéma du psychisme, si vous voulez, lacanien. C'est une aberration en même temps, mais c'est pour faire comprendre, c'est pour essayer de... c'est bien sûr pas comme ça que c'est. Cet être est inaccessible, c'est là aussi une des leçons de Lacan. Et ensuite, on parlera de l'éthique, c'est-à-dire, on va dire qu'est-ce que peut être un analyste. On ne va pas dire qu'elle doit être, parce que quand même, Lacan a laissé une grande liberté à ses élèves, ce qui n'est plus vrai lorsque Jacques-Alain Miller prendra la succession, et c'est toujours vrai. C'est toujours Jacques-Alain Miller qui est... Alors Jacques-Alain Miller, c'est l'éditeur, le gendre, celui qui a la main sur tous les écrits de Lacan, enfin les écrits, sur tout ce que Lacan a dit et qui a été retranscrit, et c'est... bon, je ne sais pas quel titre il a exactement, mais c'est lui qui est à la tête de la cause freudienne. Bon. Et c'est lui qui... Alors on revient à Vichy, qui n'est quand même pas la capitale de la France, ni de région finalement, mais qui est vraiment l'exemple de ce qu'a voulu Jacques-Alain Miller, c'est-à-dire que Jacques-Alain Miller a voulu que dans chaque, on va dire village, mais dans chaque ville, petite ville, il y ait des lacaniens, il y ait un enseignement lacanien. Bon. Et effectivement, à partir de son arrivée, il y a eu une expansion énorme du lacanisme en France. Alors ensuite, ça s'est un peu tari apparemment, je ne sais pas exactement pourquoi ici. Il y a eu des fiefs, il y a des endroits où il y a eu beaucoup de lacaniens, des endroits où il y en a un peu, bon, peu importe. C'est une autre question. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous dire, et en fait très très peu. Mais enfin bon, c'est comme ça. L'historique un peu, donc... Lacan, c'est le Freud du XXe siècle, mais Freud est né en 1856, donc milieu du XIXe. Lacan, lui, est né en 1901.
Hein, bon, c'est tout un peu au début du siècle. Hein. Et Freud invente la psychanalyse, je ne sais pas si on peut dire ça, moi je dirais plutôt que c'est les patientes de Freud qui inventent la psychanalyse, en faisant quoi? En lui disant taisez-vous, écoutez-moi. Hein, bon. Bon, il s'était quand même dit avant, il avait quand même remarqué hein, que, par exemple, entre autres, la topographie des lésions, enfin des paralysies, par exemple, chez certaines, puisque c'était sur des patientes, on parle peu à l'époque de l'hystérie masculine, mais donc on parle des patientes de Freud, que la topographie des paralysies des patientes eh ben, ne recouvre pas du tout la topographie neurologique. C'est-à-dire c'est une topographie, c'est des paralysies, la topographie des paralysies est imaginaire, elle n'est pas neurologique. Ça relève d'un autre ordre de fait. Bien. Bien sûr, Lacan nous dira, ben oui, elles sont parlées. Hein, c'est le signifiant qui définit ça. Bon. Alors Lacan est en 1901 et il décédera en 1981. Alors, pourquoi on dit 1981? Parce que bien sûr, à l'époque, il y avait beaucoup de... Enfin, il est mort en 1981, il est même mort. Oui, certains très croyants en Lacan ont même dit il a fait la preuve de son enseignement, il a fait la preuve par 9 de ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il est mort le 9-9-81. 9 fois 9, 81. Ah bah oui. Bon, hein. Et oui, il fallait. Bon, c'est comme ça. Alors certains diront mais il l'avait prévu, etc. Bon. Pour ma part, je n'irai pas jusque-là. Bon. L'introduction de la psychanalyse en France, hein, c'est 1925 à peu près, 25-26. Hein. Elle se fait par deux voies. Elle se fait, par certains psychiatres, hein, et le groupe de l'évolution psychiatrique, qui introduisent le freudisme dans la clinique psychiatrique, et se fait par l'intelligentsia française, hein, qui est déjà très proche de Freud par le biais du surréalisme. Vous connaissez tous les cadavres exquis, hein, et pour eux, les cadavres exquis, ben, c'est les rêves, c'est un peu un cadavre exquis. Hein, bon. On ne va pas faire un cadavre exquis, je pense, mais enfin, si vous voulez, on en fera un dans le récit. Hein, bon. Donc 1925, la psychanalyse est introduite en France. Lacan donc fait des études de médecine, fait des études de psychiatrie, et il fait sa thèse de médecine, mais c'est une thèse déjà de psychiatrie. Hein, c'est de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Hein, la paranoïa a toujours été, et donc avec Freud et avec le président Schreber, a été le paradigme de la psychose. Donc Lacan, qui quand même, depuis toujours, non pas qu'il sait ses capacités, mais enfin, il sait qu'il est brillant, il est déjà reconnu comme brillant, hein, et il s'est dit, parce que quand on lit Rodinesco, on en parlait ce matin avec Nathalie, je vous recommande de lire les bouquins d'histoire de Rodinesco, de l'histoire de la psychanalyse, il y a certains dessous qu'on apprend, bon, qui n'ont pas une grande incidence. Ça n'invalide pas du tout la théorie lacanienne, mais on voit bien qu'il a fait certaines choses, mais Freud de même. C'est-à-dire, il a un petit peu, calibré les cas cliniques qu'il présentait pour vérifier ce qu'il voulait avancer. Hein, bon. On n'en est pas non plus, on n'en est pas quand même à ce fameux, je ne sais pas si vous avez lu ça, ça s'appelle La souris truquée. Hein, ça a été écrit par deux journalistes à propos. C'est l'histoire du trucage de la science. Hein, le trucage, bon, encore aujourd'hui, il y a eu un exemple de trucage de la science où finalement un soi-disant scientifique truque ses résultats pour prouver ce qu'il veut démontrer. Bien. Alors, on ne va pas aller jusque-là avec Lacan, hein, mais pas du tout. Hein, mais malgré tout, son appréhension des cas cliniques qu'il présente est là pour échafauder
hein, pour lui permettre de construire ce vers quoi il va nous emmener. Bonjour. Donc sa thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec sa personnalité, c'est la première fois que dans une thèse de médecine, il y a introduction du freudisme, hein, et il fait une sorte de synthèse entre la clinique psychiatrique, quand même, la clinique psychiatrique, c'est pas rien du tout. Ça, on travaille tous les jours avec ça, hein, c'est quand même une sédimentation d'un savoir médical. La psychiatrie, c'est de la médecine. À partir du moment où il y a la psychanalyse, ça commence à plus être totalement de la médecine. Et puis si on passe à la psychanalyse, c'est pas de la médecine. D'ailleurs, et c'est ce dont on parlait ce matin avec la même personne. C'est-à-dire que le projet, je m'avance un peu, mais c'est pas grave, le projet de Lacan, c'est pas un projet thérapeutique. Hein, Lacan, il a toujours dit, à propos de la psychanalyse, la guérison est de surcroît. C'est-à-dire que si la guérison survient, bah, tant mieux pour vous, mais c'est pas du tout ça son projet. Bien. Ce qui interroge sur les applications qu'on peut faire dans notre pratique psychiatrique quotidienne. Ceci dit, si on a le temps, on en parlera peut-être un peu à la fin, parce que je pense que malgré tout, ça peut nous aider. Qu'est-ce que j'avais marqué encore? Non, voilà. Donc, c'est la première fois que quelqu'un aborde, en tout cas un psychiatre, en tout cas pour lui, un abord topique des cas, c'est-à-dire avec définition de certaines positions, de certaines... pour lui, 3 grands axes: le vécu biographique des gens, c'est encore vrai aujourd'hui, hein, le vécu biographique, comment ils racontent leur histoire, à l'intérieur de quoi on va trouver, on va voir, on va entendre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, en tout cas qu'ils veulent présenter, et ensuite leur vécu relationnel par rapport aux autres. Hein, bon, voilà les 3 axes. Bon. Et alors, sa thèse de médecine en 1932, donc, il en est très content parce que le milieu, l'intelligentsia parisienne, alors l'intelligentsia parisienne, je me suis arrêté tout à l'heure, c'est d'abord le surréalisme. Hein, bon. Et les surréalismes, et Aragon et compagnie, et elle a beaucoup, la thèse de Lacan a beaucoup d'écho dans ce milieu-là. Alors lui, tout fier de lui, l'envoie à Freud, il envoie sa thèse à Freud, et Freud lui répond « merci ». C'est tout. Donc il paraît qu'il a été très blessé, là il attendait, bon. Freud, avec probablement d'autres chats à souhaiter, c'était en 1932 et il était 7 ans avant de mourir. Juste pour avancer, comment il fait la différence entre le vécu biographique et ce qu'il appelle le vécu relationnel? C'est pas lié? Comment il peut faire... Comment il raconte son histoire, oui, premièrement. Deuxièmement, comment il se voit lui. Je suis ici, je suis ça, etc. Et ensuite, la biographie, pourquoi il a... La biographie, c'est un peu diachronique, c'est-à-dire les événements les uns après les autres et la causalité qu'on peut mettre entre les uns et les autres, et l'image de soi et les relations avec les autres, c'est plus synchronique, c'est-à-dire au même moment, c'est-à-dire comment je vis l'image que j'ai de moi-même et l'image que j'ai de la relation. Voilà. Bon, c'est difficile de rentrer en détail, de reprendre en détail la thèse de Lacan, sinon dans 1h30 on y est encore. Et puis là je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Il aurait fallu que je m'y penche un peu plus. Bon. Et bon. Donc en 1932. En 1933, la France est agitée par un crime abominable, hein, et où il y a eu un peu, pas autant, mais comme pendant l'affaire Dreyfus, il y a eu 2 camps en France. Hein, c'était le crime des sœurs Papin. Les sœurs Papin, c'était 2 servantes. D'ailleurs, Jean Genet a écrit une pièce, peut-être on l'a vu, qui s'appelle Les Bonnes, hein, et qui reprend cette histoire-là. Hein. Le crime des sœurs Papin, les sœurs Papin, c'était deux jeunes paysannes qui étaient, qui étaient employées chez des bourgeoises et qui
un jour, à l'occasion d'une panne d'électricité, ont traité leur maîtresse comme alors il s'est dit dans les rapports des journaux de l'époque, comme on prépare un lapin pour le cuire. C'est-à-dire qu'elles les ont déjà enlevé, énuclé les deux yeux, et ensuite les ont coupés, enfin, les ont tailladés, etc. Donc c'est un crime qui divise la France entre ceux qui disent elles sont vraiment très coupables, et les autres, l'extrême gauche ou les surréalistes, etc., qui les prennent pour des victimes du système social, et elles se sont vengées. Lacan, lui, prend ça beaucoup plus du côté du signifiant déjà, hein, c'est-à-dire que le courant se coupe, donc le fer à repasser ne marche plus, et ça déclenche le carnage, parce que les deux sœurs ont assassiné de façon très sauvage les deux maîtresses, et Lacan dit, enfin, il faudrait en dire un peu plus, mais son interprétation, c'est que le courant ne passe plus. Donc à partir du courant où le courant ne passe plus, bon, voilà, ça les déclenche. On était en 1933. En 1936, quand même, tout le monde a déjà entendu parler du stade du miroir. Hein, je pense. Et Lacan décrit le stade du miroir. C'est quoi le stade du miroir? Le stade du miroir, c'est là que s'intègre, se forme la première image totale de soi, du moi, la première constitution du moi, à partir de la vision de son propre corps, par l'enfant, dans son propre corps, dans le miroir, avec une personne à côté, qui le voit voir, qui le voit se voir. Hein. Et c'est une forme, comment dire, qui, alors que la sensation de l'enfant est assez éparpillée, toutes les sensations, qui la rassemble et qui fait une image de lui-même, hein, pardon, préfiguration du moi ensuite, qui va être aliénant, qui va être dans le rapport aux autres, qui va être dans l'idéal du moi, dans le moi idéal, etc. etc. C'est la première prise, on peut dire, hein, fantasmatique, enfin pas fantasmatique, imagée. D'ailleurs, et à propos d'image, dans la famille de Lacan, il y avait une tradition, c'est que lorsque naissait un enfant, on lui donnait, alors il y avait son prénom, et alors là sa fille, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne l'ai plus marqué, bon, peu importe. Mais on donnait un autre nom. Et lui, sa fille s'appelle, c'est pas Judith, je ne sais plus comment elle s'appelle, et il lui donne un deuxième nom qui va être déclaré à la Image, en 1936, au moment du stade du miroir. Ben oui, c'est la première image de soi. À l'époque, et je vais en parler un petit peu après, parce que c'est important, à l'époque, comment dire, il y a déjà de forts conflits, parce qu'on croit que le milieu... non, je ne pense pas qu'on croit, je ne pense pas que les gens sont dupes, on connaît un peu l'histoire, que dans le milieu psychanalytique, il y a eu de très grands conflits, et même des guerres fratricides terribles. Je racontais à Marmélis qu'une fois je participais il y a longtemps, hein, à une revue de psychiatrie et de psychanalyse, et nous réunissions, et il y avait des gens de Paris et des gens de Lyon, et que deux femmes qui vraiment n'étaient pas du tout d'accord se sont mis à se battre, hein, à propos d'un éditorial, et ils n'étaient pas d'accord sur et qu'il nous a fallu les séparer. Dont l'une m'en a beaucoup voulu après de les avoir séparés. Bon, peu importe. Bon, mais ça se passait ça au niveau local, mais au niveau international aussi. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait l'IPA, hein, l'Association psychanalytique internationale. Hein. Et puis, il y avait en France son représentant qu'on appelait l'Institut. Je ne sais plus d'ailleurs si ça s'appelle l'Institut, je ne sais pas si quelqu'un sait aujourd'hui, mis à part l'école de la cause, etc., comment ça s'appelle, moi j'ai toujours appelé ça l'Institut, c'est le freudisme
comment on dit, orthodoxe. Hein, bon. Et qui, comment dire, ce freudisme orthodoxe était assez laxiste sur les élaborations théoriques. C'est-à-dire que les membres pouvaient avoir des écarts théoriques par rapport aux écrits de Freud, etc. En revanche, pour ce qui était de la conduite de la cure, il ne tolérait aucun écart. Et la cure, c'était plusieurs fois par semaine, c'était 45 minutes, et c'était l'analyse du transfert, etc., etc. Et c'est d'ailleurs, j'anticipe un petit peu, mais c'est d'ailleurs là-dessus que va se faire la séparation avec Lacan. Parce que Lacan, pendant un certain temps, il disait, alors que tout le monde savait très bien comment il travaillait, hein, il disait oui, mais moi je respecte, je fais la même chose. En fait, c'est pas vrai. Il faisait déjà des séances courtes, et pas par hasard. Hein, la suite va nous dire pourquoi. Bon. Donc il y a déjà dans les associations internationales des graves conflits. Notamment pendant la guerre. On va dire la guerre, ce serait au moins une époque où ces conflits-là vont se taire, mais pas du tout en Angleterre. En Angleterre, il y a une querelle énorme entre Mélanie Klein, bien sûr, hein, et Anna Freud. Anna Freud, c'était l'orthodoxie, la fille de Freud, c'est l'orthodoxie freudienne, et Mélanie Klein, c'est l'innovation. Hein, c'est l'innovation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mélanie Klein, enfin Lacan, sera beaucoup plus proche de Mélanie Klein et se rapprochera de Mélanie Klein. Et je pense que pour ce qui est de la langue, Mélanie Klein peut nous dire des choses. Bon, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a à cette époque une forte opposition. Et d'ailleurs, ceux qui ont une culture, ceux qui ont travaillé en psychiatrie, ne savent pas, mais moi je ne le savais pas, mais je l'ai appris en tout cas, qui a remis Anna Freud et Mélanie Klein, non pas d'accord, mais qui les a séparés, c'est Winnicott. Winnicott qui, au cours d'un congrès fameux, je ne sais plus où, a dit, en substance, il a dit, nous ne sommes pas là pour les combats de personnalité, nous sommes là pour la théorie, et nous ne sommes pas là, les personnalités, les combats de coqs, enfin là c'était pas des coqs, c'était, allez on va dire des coqs, parce que si je dis des poules ça va être mal pris, hein, les combats, en tout cas, bon, encore insignifiant, bon. Oui, c'est ça. Lacan est beaucoup plus proche de Mélanie Klein, puisque Mélanie Klein renouvelle le freudisme orthodoxe, un peu comme lui. Elle le renouvelle pas de la même façon, hein, mais elle le renouvelle quand même. Hein. Et elle n'est pas, voilà, ça c'est un autre point important, elle n'est pas dans une visée adaptative, Mélanie Klein. Hein. De même que Lacan n'est pas du tout dans une visée adaptative, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, Lacan n'est pas là pour la thérapeutique. Hein, la psychanalyse, c'est la guérison, c'est de surcroît. C'est pas son propos de propos. Ensuite, après la guerre, en 1953, de plus en plus l'écart entre ce que Lacan fait et ce que demande l'IPA, hein, l'Institut international de psychanalyse, est de plus en plus grand. Et Lacan fait de façon notoire des séances courtes. C'est plus les 45 minutes, ce sont des séances courtes qui peuvent être voire très courtes. Moi, j'ai ici, vous voyez, 132 bons mots avec Jacques Lacan, où c'est des anecdotes rapportées par certains analysants, et où on voit que des fois, c'est vraiment très très court. Mais ça, on n'est pas en 1953, on est plutôt en 1970-75. Bon. Mais
C'est-à-dire que Lacan dit quoi avec les séances courtes? Il dit, et d'ailleurs, ça peut, je pense, permettre aujourd'hui de réfléchir à nos pratiques. Il dit, le temps de la séance, enfin c'est pas lui qui le dit comme ça, mais je vous dis ce qu'il veut dire, le temps de la séance n'est pas un droit à un temps de parole. C'est pas, on vient, on a 45 minutes, vous parlez, vous dites ce que vous voulez, hein, et puis après, c'est fini, on s'en va. Non, non, c'est pas un droit à un temps de parole. Pour lui, pour Lacan, c'est une occasion de manifestation de l'inconscient. C'est une occasion de surprise par l'inconscient. Surprise, hier, surprise, d'un signifiant qui, tout à coup, surgit. Et il est vrai que, et il disait aussi, il vaut mieux finir plus tôt que trop tard, qu'attendre trop tard. Il vaut mieux finir à l'occasion, justement, de la manifestation de l'inconscient, c'est-à-dire un signifiant qui apparaît là, et où on arrête, ça s'appelle la scansion, hein, plutôt que d'attendre que cette apparition se dilue et qu'on ne sache plus, ou que ce soit reparti dans ce que je pourrais vous décrire tout à l'heure comme la grande roue de l'inconscient, on va dire. Il s'agit en effet pour Lacan, avec les séances courtes, de dialectiser le transfert en interrompant les séances sur certains signifiants. Moi, ça me fait penser dialectiser, hein, c'est comme on dialectise les fantasmes, on bat un enfant est battu, etc., etc. C'est une sorte de déclinaison, hein, pour essayer de trouver le sens qui s'attache à un fantasme. C'est un peu, moi je prends l'exemple toujours du Rubik's Cube. Vous savez, le Rubik's Cube, il est toujours à peu près la même forme, mais on le change, on le tourne, et c'est pas la même chose qui apparaît. Alors il y a les traits forts, je ne suis jamais arrivé, qui vous amènent les 4 faces ou toutes les faces. Bon. Mais bon, eh bien, c'est un peu ça que dit Lacan, c'est-à-dire, hop, moi je vais tourner, je ne vais pas attendre je vais pas attendre. Et c'est vrai qu'il y a un effet, pour les séances courtes, hein, un effet de stress sur le patient. Bon. Et il raconte là un patient qui arrive et qui s'allonge sur le divan et qui dit finalement, et Lacan se lève et dit à la semaine prochaine, mon cher ami. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être on peut dire que, enfin, non, certains pour provoquer, pour faire comprendre, c'est une expression d'Alain Badiou, a dit que Freud s'était trompé de science. Les sciences qui ont inspiré Lacan, parce que Lacan n'est pas né de n'importe quoi, c'est pour ça que je vous reprends un peu l'historique, pour qu'on voit que sa pensée petit à petit se constitue avec sa pratique. À l'époque, 1925, 1930, 1935, comment dire, le structuralisme eh bien, est la science qui construit peu à peu la vision moderne du monde, avec d'un côté un précurseur, c'est-à-dire Ferdinand de Saussure, traité de linguistique générale, et donc de linguistique structurale, 1919, je crois, ou 9, je ne sais plus, et Lévi-Strauss, 1949. Hein, bon. C'est-à-dire que de Saussure déconstruit, c'est déjà de la déconstruction, déconstruit la langue, et il nous montre qu'il y a une double articulation. On va très vite là, hein, on va très vite. Il y a une double articulation entre le signifiant et le signifié. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple de signifiant, et les déclinaisons d'un signifiant, c'est les, oui c'est ça, c'est les signifiés. Bon, Lévi-Strauss, lui, va pas appliquer le structural, va pas rechercher les structures dans la linguistique, il va les chercher dans les structures de la parenté. Dans la parenté. Donc c'est comment dire, la grande thèse de Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, ce qui montre que les alliances
les alliances, les mariages ne se font pas n'importe comment, ne se font pas sur les préférences, se font en fonction de certaines structures qui se répètent, hein, et qui justifient à chaque fois. Bon, la structure n'était pas, c'était déjà un peu dans l'air. L'Oedipe, c'est une structure, hein, c'est une structure, elle aussi qui se répète. Donc peut-être que Freud, sans le savoir, sans le savoir, parce que peut-être il n'avait pas encore le paradigme, c'est-à-dire le mot, était déjà structuraliste. Bon, et on est toujours aujourd'hui dans les suites du structuralisme. Hein. Structuralisme, qui dit structuralisme, dit déconstruction, hein, le mouvement de la déconstruction, les French Theories, c'est-à-dire tous ces Français, Derrida, Althusser, etc., qui se sont exportés aux États-Unis, où ils ont eu un tel succès. Sauf que eh bien, les Américains ne sont pas devenus structuralistes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans la déconstruction autour des questions de genre, autour des questions de race, etc., etc. Je crois qu'on est toujours dans ces effets-là. Bien. Et donc, après De Saussure pour la langue, le langage, pardon, après Lévi-Strauss pour la parenté, eh bien, Lacan va se servir, va lui aussi devenir structuraliste, et pour l'inconscient. Et c'est sa formulation. Ça, c'est plutôt. Ah, mais j'ai sauté à pieds joints, là, c'est pas grave. C'est. Où est mon stylo noir? Il est là. L'inconscient est structuré comme un langage. Et dans les trois cas, bien sûr, il y en a d'autres, mais dans les trois cas, ces structures échappent, bien sûr, à la conscience. Ces structures sont inconscientes. Ces structures nous agissent sans que nous ayons à en décider. Voilà, c'est-à-dire qu'avec avec le structuralisme, Lacan fait décoller la pensée freudienne du biologisme, du darwinisme biologique, hein, pour faire image. Freud était encore du côté des réseaux neuronaux, des réseaux des neurones, et Lacan, lui, c'est les réseaux des signifiants, c'est la langue. Alors, en même temps... C'est la langue verbale ou non-verbale? Non, c'est le langage. C'est pas la langue. Il y a la langue, mais la langue... Quand on est sourd et muet, ça veut dire quoi? Excuse-moi. Pour les sourds muets. Pour les sourds alors, muets, alors. On est d'accord. Et pour les autistes. Sans langage, etc. Bien sûr. Ça, c'est des questions qu'on pourrait aborder. Bon... Mais effectivement, la question de pose. Avoir un langage qui n'est pas, d'utiliser le braille. Oui, mais c'est pas un langage articulé comme le langage. Le langage, il est articulé sur signifiant, signifié. Signifiant, signifié, syntagmatique, paradigmatique. Enfin, il y a des oppositions à l'intérieur de quoi le langage est structuré. Il y a eu De Saussure, il y a eu ensuite, plus tard, Jacobson. Bon. Oui? Non? Alors, si on englobe le langage comme toute forme d'expression, on peut comprendre. Mais s'il s'agit de langage... Parler. De la parole, oui. Oui, on ne peut pas nier une inconscience à une grande partie d'une population. On ne peut pas quoi? Nier l'inconscient ou dénier un inconscient pour des gens qui n'ont pas de langage. Mais il n'y a pas de déni là, dans l'inconscient. Pourquoi il y aurait... Quand on est pour les sourds ou les malentendants ou les muets, alors oui. On fait quoi de cette population en concernant l'inconscient? Ça ne veut pas dire qu'il y a... C'est en tout cas pas la même forme
On va dire autrement, l'inconscient ne peut pas être structuré de la même façon, hein, c'est tout. Hein. Mais l'inconscient, à partir des parlants, il est structuré comme un langage. Bon, je vous dirai un peu pourquoi un peu plus tout à l'heure. Hein. C'est justement la position centrale du signifiant. Hein. Le langage, c'est d'abord le signifiant. Bon. Je continue. Voilà, bon, allez, Alors, on était en 53, on va faire un bond en 1900, on passe en 1963-66, bien sûr les conflits entre les conceptions anglo-saxonnes, traditionnalistes, anafreudienne de la psychanalyse et bureaucratique à l'époque de la psychanalyse et le lacanisme du retour à Freud hein, s'aiguise de plus en plus et Lacan en 1964, je ne sais plus si c'est 63 ou 64, est exclu de l'Association internationale de psychanalyse. Bon, et à partir de là, il va y avoir fondation de la Société psychanalytique de France. Bon, qui sont eux légitimistes, et Lacan va être ensuite exclu de cette même formation d'analyste. Bon, beaucoup vont le quitter, d'autres vont rester avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Jacques-Alain Miller. Alors, je dirais Jacques-Alain Miller, bon, c'est quand même très important pour la diffusion, en tout cas, du lacanisme depuis 1963. Lacan a déjà 62 ans, il rencontre un jeune normalien brillant qui a 19 ans hein, et qui le fascine par sa capacité de synthèse et de finalement de dire de façon beaucoup plus recevable par le plus grand nombre ce que Lacan a dit un peu comme une pitié, hein, inspirée. Et Jacques-Alain Miller, 19 ans quand même, il le rencontre. Hein, il rencontre le vieux maître et à partir de là, il prend une très grande importance dans la vie et dans l'œuvre de Lacan. Hein. Et c'est toujours vrai. Mais d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur YouTube. Vous avez il y a un excellent. J'ai vu, parce que je l'ai vu récemment, une excellente confrontation entre Jacques-Alain Miller et Michel Onfray. Hein, Michel Onfray vous dit bien sûr que c'était une imposture, etc. Et je trouve que Jacques-Alain Miller se défend bien, se défend même très bien. Et il précise d'ailleurs, il a une précision technique qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller le voir, c'est pas très long. Alors que Onfray d'habitude est assez bavard, hein, et bien là il l'écoute. Il se tait un peu. Bon, il parle quand même beaucoup, mais il écoute ce que dit Jacques-Alain Miller. C'est très intéressant. Donc Lacan est exclu et à partir de là, et avec la rencontre de Jacques-Alain Miller, diffusion du lacanisme en France, où Jacques-Alain Miller a voulu très vite que chaque coin de France, soit chaque petite chapelle de France ait son lacanien et ait son séminaire lacanien. D'ailleurs, ça a pas mal marché. Ça marche moins bien, mais je pense qu'il y a un recul général de la psychanalyse, et je trouve très intéressant que dans un hôpital public comme ici, hein, avec toute la pesanteur administrative hein, et toutes les missions sociales finalement, hein, sues et insues, auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous devons répondre, c'est pas mal que on puisse parler de Lacan. Bon. Parce que quand même, on en a beaucoup des missions. Hein. Mais on a en même temps, je trouve, pas mal de liberté. C'est ça qu'il faut... Voilà. Bon. Et puis, donc, rencontre avec Jacques-Alain Miller, et puis, fondation de l'école freudienne de Paris. Bon. On passe en 1966, vous voyez, on approche, ne vous inquiétez pas, on approche,
on avance. Lacan fait une conférence qui s'appelle Psychanalyse et médecine, qui est très intéressante et où, en résumé, il dit aux médecins il n'y a pas que la demande, ce que le patient demande, il y a aussi ce que le patient désire. Désir, c'est beaucoup plus... ce qui fait que lorsqu'on a des patients... on a eu un exemple très récent, d'ailleurs, où c'était notre désir qui prédominait, où on était un peu trop pressé pour cette jeune femme, et elle a su nous dire doucement, c'est pas ça que je demande, en tout cas c'est pas ça que je demande tout de suite. Bien. Voilà. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Bon. 1970. Alors à partir de 1970, Lacan laisse tomber la structure et, comment dire, c'est l'évolution vers la fin et vers des choses qui sont pas complètement élaborées, pas finies, mais la suite, d'autres vont pouvoir les élaborer. On passe à la topologie, au mathème. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça, c'est très compliqué. J'avoue que je ne suis pas moi-même très à l'aise. Bon, la structure passe encore, mais après le mathème et les nœuds borroméens, bon. Jusqu'en 78, au cours d'un séminaire, Lacan, tout à coup, perd la parole. Bon, là, c'est un peu le début de la fin. En 81, Lacan n'est plus maître de son destin, on va dire, mais Jacques-Alain Miller est là pour reprendre le flambeau, et il fonde l'école de la cause freudienne. Et l'école de la cause, c'est pas Lacan Lacan a été d'accord, a laissé faire, on va dire. C'est Jacques-Alain Miller qui a fondé cette école. Et qui est devenu, alors que vous avez vu que Lacan s'est opposé au traditionnalisme freudien, avec à sa tête Anna Freud, et puis ensuite comment dire, qui voulaient exclure et Klein, et Jung, et Adler, etc. Eh bien, Jacques-Alain Miller fonde l'école de la cause freudienne, et c'est quand même le légitimisme lacanien, et la bureaucratie lacanienne. La bureaucratie et le légitimisme, c'est un peu comme l'Église de Rome, c'est très utile pour comment dire, diffuser la doctrine de l'Église. Ensuite, la relation de l'être à la foi, c'est autre chose. Bon, et là, c'est la même chose. Entre la diffusion de la théorie lacanienne, des théories lacaniennes, et l'expérience de l'analyse, là, eh bien, c'est comme entre l'Église et la foi. L'Église peut avoir son utilité, certains n'en ont pas besoin, bon, et certains, ça rassure beaucoup. Et puis donc, Lacan meurt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en démontrant, enfin selon certains, la justesse de ses vues, en faisant la preuve par 9, puisqu'il décède le 9-9-81. 9 x 9, 81. Il fallait... bon. Bon, ça va, je ne vous assomme pas trop. Bon, moi, ça me fatigue un peu. Bon, donc vous aurez compris que le mot central, c'est signifiant. Qu'est-ce que c'est qu'un signifiant? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que m'a fourni récemment une personne que je suis que je suis ou qui me suit en supervision. Je lui dirais, vous voyez, j'étais pas sûr l'autre jour si c'était moi ou c'était vous. Enfin bon, c'était bien. C'est une psychologue qui vient et qui me dit, voilà, je vais vous parler de 2 personnes aujourd'hui. Et elle commence à me parler d'un petit garçon de 9 ans qui est réveillé très souvent la nuit par des gens qui s'installent dans sa chambre. Il les voit. Bon. Mais ça n'arrive que chez maman. Les parents sont séparés. Ça n'arrive que chez maman. Ça n'arrive pas chez papa. Et à papa, il n'ose pas le dire. Bon, donc la maman est là avec ses 2 enfants, avec le petit garçon, et il y a une petite fille qui fout un bazar dans la séance, et la mère ne dit rien.
la mère laisse faire, etc. Alors la psychologue a du mal à entendre ce que dit le garçon, etc. La petite sœur fiche un peu, mais la mère ne dit rien. Et la mère laisse faire. Et elle me dit quand même, elle est d'une bonté rigide. Bon. Et lui non plus, d'ailleurs, ne se défend pas de sa sœur. Mais il n'y a pas que de sa sœur qui ne se défend pas. Il y a à l'école aussi, il ne se défend pas. Et là, ma patiente me dit, j'ai une idée comme ça qui m'est venue, et tout de suite, je lui dis, il faudrait le montrer à un médium. Voilà un signifiant. Surprise. Je dis, pourquoi, qu'est-ce que vous racontez, pourquoi un signifiant Et alors attention, hein, c'est pas une analyse, mais c'est quelqu'un qui vient me parler de ses patients. Donc ça va servir à cette patiente et ça va servir à elle avec les patients. Hein. Mais je sais pourquoi vous me parlez d'un médium, là, pourquoi vous l'avez dit de la médium. Alors elle commence à me dire qu'elle est allée chez un médium vers ses 50 ans, elle avait des règles qui n'en finissaient pas, hein, et il lui a coupé ses règles. Et donc pour elle, ça a été miraculeux. Hein. Mais je lui dis, mais médium, ça vous dit quoi? Médium, alors elle réfléchit et elle me dit, bien sûr, médium, si on renverse, demi-homme, c'est elle qui fait, vous voyez le Rubik's Cube tout à l'heure, la dialectique, c'est-à-dire qu'on fait, c'est un médium qui nous permet de triturer la langue, de triturer le sens et d'avancer dans le sens, d'avancer dans le sens. Bon, hein, sachant que on ne va pas arriver au bout du sens, c'est le propre même. Hein, bon, et voilà, et elle me dit médium comme ça. Bon, puis elle me dit mais je voulais vous parler d'un autre patient, bon d'accord, allez-y. Et elle me parle d'un homme de 40 ans que sa copine ne supporte plus, qu'elle a éjecté, et qui a un kyste au testicule. Il est touché au testicule. Et on lui a dit que peut-être il va falloir lui couper un testicule. Bon, il n'a pas d'enfant, il n'a pas réussi à avoir d'enfant, et il est très proche de sa mère. Voilà un autre. Je lui ai dit, vous ne l'avez pas proposé d'aller voir un médium? Elle m'a dit, non, mais oui, demi-homme, ça doit être l'idée aussi, ça doit être cette idée-là aussi. Bon. Et en même temps, on ne va pas oublier ce médi-homme. Ou un homme qui médit, d'accord? Médire. Mais dire, c'est pas forcément dire du bien, c'est pas certainement être sympathique. C'est être dur, c'est être bon. Et c'est là où elle se met à parler du père du petit garçon. Hein, et elle arrive, elle m'en parle, et puis elle me dit, oui, maudit homme. Autre déclinaison, vous vous souvenez le Rubik's Cube? Il y a d'autres développements, il faut que je m'en souvienne. Voilà, et le père qu'elle reçoit. Ah oui, c'est ça. Et elle dit, le père, il coupait souvent la parole. Ah, bon, il y a encore un père coupant. Hein, bon. Et puis, il y a d'autres... enfin, on va pas... Bon, c'est simplement, voilà un signifiant. Voilà, dans une séance, hein, ce qui... Il faut que l'analyste soit prêt à ça. L'autre jour, on a eu un autre exemple. Hier, quelqu'un qui est ici, qui me raconte à propos d'Alexandre L, ceux qui le connaissent, de qui je veux parler,
et qui me dit quand il est tout seul, quand je ne sais plus comment elle m'a dit, quand il n'est pas accompagné, il dépérit. Il y a quand même du père là, hein, et dépère, déperdition. Il y a quelque chose qui perd. Hein, effectivement, et il fait n'importe quoi dans ces cas-là. Hein, enfin, n'importe quoi, il va surtout boire. Hein. Et en venant tout à l'heure, j'y pensais. Et je me disais, mais ce jeune homme, c'est pas tellement père. Comment dire, dans ces cas-là, il perd du père, pas le père, pas son père, hein, du père, cette fonction. Hein, et il le perd, mais il n'a pas de recours, parce qu'ici, il n'a pas de mère. La mère, elle est un peu absente. La mère, on l'a peu entendue, et d'autant que c'est un enfant adopté, et que sa mère de naissance, qui l'aurait porté sur lui, etc., il ne la connaît pas, et on n'en sait rien. Donc il n'a même pas le recours d'une mère. En plus que sa mère, aujourd'hui, elle est malade. Je crois qu'elle est très malade, d'ailleurs. Hein. Bon. Voilà encore un autre signifiant qui est apparu. Comme ça, spontanément. C'est pas. Hein. Et alors, là, c'est presque. Enfin, ça me fait penser à ce que je voulais qu'on dise à la fin, c'est que, y compris malgré tout dans cette institution bureaucratique qui est cet hôpital qui malgré tout nous reçoit, hein, il est possible, si les oreilles sont ouvertes, d'entendre certaines choses. Alors après, vous allez dire, et alors, médium, alors elle en a fait quoi? Ah mais moi, c'est pas bon. Je ne suis pas là pour donner quelque chose de définitif. Je suis là pour faire tourner la grande roue, et c'est pour ça que maintenant je vais vous faire un schéma, hein, la grande roue du signifiant. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Eh bien, je vais vous donner, moi, j'aime bien, c'est une grande, vous savez, la roue de la fortune. Hein, la roue de la fortune, on a tous vu ça, et on l'a fait tourner, et on espère que ça va tomber sur le bon truc. Eh bien, l'analyse, c'est un peu ça. C'est un peu, je vais vous expliciter ça un peu là. Bon, eh bien là, voilà des signifiants. Eh bien, on en entend toute la journée, pas tout le temps. Et des fois, c'est lénifiant, des fois, on dit rien du tout, etc. Bon, mais... Bon, voilà. Je voulais vous donner deux exemples de ce que c'est qu'un signifiant et comment ça apparaît. C'était tout à fait ça apparaît dans la surprise toujours. Et encore faut-il que ce soit entendu. Des fois, on passe à côté, à pieds joints. On n'entend rien des fois. Hein, bon. Voilà, bon, alors là je vous ai écrit l'inconscient est structuré comme un langage. Hein, on pourrait ajouter certaines choses et structurer comme. Alors c'est le comme, hein. C'est-à-dire, c'est pas une langue comme ça, mais c'est comme, c'est-à-dire l'inconscient reprend la structure du langage. Alors la question des muets, des sourds, la question des autistes, etc. Bon, oui, il y a toujours des exceptions, je veux dire ça, mais est-ce qu'il y a un inconscient? Quel est leur inconscient? Comment accéder à leur inconscient? Parce que c'est ça aussi, hein, la question. Et peut-on accéder à l'inconscient? Et peut-on accéder à l'inconscient sans langage? Y a-t-il de l'inconscient sans langage? Et alors, à partir du moment où il y a l'inconscient sans langage, c'est quoi cet inconscient? Tu comprends la question? Bon. Ça dépend avec quel angle on regarde les choses. Ça dépend de la définition qu'on a de l'inconscient. On est d'accord. Mais on peut en accepter. C'est pas exclusif. Pour moi, hein. Pourquoi pour moi, une définition comme celle-là n'est pas exclusive des autres. Et d'ailleurs, dans notre pratique, tous les jours, on utilise, c'est du bricolage, comme disait Lévi-Strauss, hein. On utilise des tas de données. Hein. On peut très bien être sensible à un signifiant, et puis prescrire ensuite un neuroleptique retard, et puis faire un certificat de 72 heures, et puis cadrer, comme on dit, un patient, et puis etc. C'est des partitions à sur plusieurs tonalités. Hein. Bon, alors l'inconscient est structuré comme un langage.
rajouter comme un langage. C'est le langage quoi? C'est le langage maternel. Et qui dit langage signifiant n'est pas jamais seul. Hein. Qui dit langage maternel, c'est paternel aussi. Hein. Quel est le rapport de ce langage paternel, comment le langage maternel parle du paternel, etc. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'on dit le langage maternel et puis paternel. Non, la langue, on dit la langue maternelle, ce que je veux dire. C'est dans la langue maternelle. Hein? Et c'est là où on peut parler, Lacan a parlé de la langue. La langue, c'est un néologisme qu'il a inventé, en un seul mot. C'est en fait les premiers, la lalation. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils commencent à articuler, la lalation, la. Hein, et bien là, déjà, il y a quelque chose qui s'inscrit. C'est pas encore le langage, il appelle ça la langue. Alors, est-ce que, Aurélie, pour Marie, hein, est-ce que cette langue qui apparaît, qui est apparue, c'est la langue? Question. Hein? Bon. Alors, il y a une autre formulation, ça c'est une formulation d'un philosophe. La conscience est structurée comme un langage. Alors, Alain Badiou dit, lui, le sujet est pensable sous conditions structurales de la littéralité. C'est quoi la littéralité? Ben, c'est ça la littéralité. Hein? C'est médium, dans médium il y a yom, il y a homme, il y a médi, alors on va le... Médi, demi, médi... Ça, c'est la littéralité. La littéralité, c'est des petits bouts, c'est des phonèmes. Bon. Dépéri. Alors, on pourrait écrire dépéri, père. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qui dépérit, c'est-à-dire qu'il se dépare, il se dépère. Quel père il perd, quel père perd-il, etc. etc. Hein, c'est ça le travail dans une normalement dans une analyse. Hein, c'est le travail autour de ça. Sachant que l'apparition, on peut dire l'apparition, hein, le surgissement du signifiant, c'est toujours très fugace. Hein, c'est quelque chose pourquoi il faut être prêt, et c'est pour ça que Lacan a beaucoup insisté sur la position de l'analyste. Avant de parler de la position de l'analyste, je vous donne une ou deux autres citations, à partir de quoi les citations c'est important parce que ça permet de penser, de se dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, quel mot par rapport à un autre. Alors, je dis toujours la vérité. Pas toutes, parce que on n'y arrive pas, les mots y manquent, c'est même parce que c'est impossible que la vérité tient au réel. Je crois que ce que voulait Lacan ne veut pas la thérapeutique, Lacan, ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que Lacan a beaucoup lu, bien sûr, il n'a pas une formation philosophique, mais il a été boulimique, il a beaucoup fréquenté, il a des philosophes, il a beaucoup lu les philosophes, et il a notamment beaucoup fréquenté Heidegger. Hein, comment dire, Heidegger, son sujet, lui, c'est l'être. Alors ça, chez Lacan, c'est très proche. Bon, je vais vous faire un schéma maintenant. Bon. Ou alors, autre qu'on voit dans les psychoses, qui permet souvent de réfléchir, ce qui n'est pas symbolisé revient dans le réel. Hein, le symptôme, ou certaines, ça nous permet de penser certaines choses. Hein, tu vois, ça te parle. Hein, bon. Alors oui, je dis toujours la vérité, c'est-à-dire le propos c'est la vérité, hein, mais on ne peut pas toute la dire. Les mots n'y suffisent pas parce qu'il manque des mots. Et il y a des éléments
il y a des éléments du réel qui ne sont pas formalisables, qui ne sont pas formulables. Et c'est même, ça serait impossible que la vérité tient au réel, que à partir d'un certain moment, les mots y manquent, hein, et on ne peut pas. Et c'est pour ça que Lacan a lâché la structure, a lâché les mots et est allé vers les mathèmes. Il a dit il n'y a qu'une façon de rendre compte du réel. Alors, oui, une seule façon de rendre compte du réel, c'est les mathématiques. Bon. Ça n'a pas encore vraiment abouti. Tout de suite, on va parler du réel. Alors, l'enfant naissant, l'enfant sort, au moins à l'instant où il sort de sa mère, c'est pas pour ceux qui sont autour, en tout cas pour lui, c'est une chose à l'instant même. Après, c'est déjà fini. Après, on en a parlé, la mère l'a fantasmé, la grand-mère a dit telle chose, le grand-père, etc., etc. Il est déjà attendu depuis, c'est le Messie, etc. Bon, il y a déjà énormément de choses qui sont là, qui vont s'inscrire sur lui. Mais lui, hein, et ce moment pour lui, pour nous tous, c'est un moment de réel. Et comment dire, déjà, Lacan s'appuie aussi, bien sûr sur Heidegger, mais il s'appuie aussi sur Héraclite. Et Héraclite, c'est il y a 2500 ans, qui disait que on peut comprendre ça que par le logos. C'est le logos qui nous parle de ça, sinon c'est impossible. Alors, vous savez, je vous ai dit que que Freud utilisait la métaphore thermo-énergétique, les échanges d'énergie, pour faire comprendre ce qui se passait dans le psychisme. Bon. Et donc, ce qui se passe là, Lacan, Freud, c'est la pulsion, l'énergie pulsionnelle. Hein. Lacan, il va prendre un autre terme, alors qui va être un peu déstabilisant, parce qu'il va appeler ça la jouissance. Alors bien sûr, on est gêné dans la compréhension, là-dedans, parce qu'on dit jouissance, bah oui, je connais ça, ou je crois connaître ça, ou j'ai connu ça, c'est quand même bref, etc. Là, c'est pas bref. Hein. Là, c'est la force permanente, force de vie, force vitale, hein, qui sort de l'intérieur de l'être, de la chair. C'est de la chair. Hein. L'enfant, c'est de la chair d'abord. Très vite, immédiatement, ça n'est plus de la chair. Pour ceux qui sont déjà là, c'est pas de la chair, mais pour lui. Hein. Comment il va devenir humain? Il va devenir humain par différents processus. Hein, alors, on va situer la langue. Je vais en faire un autre trait. Vous voyez, là, c'est assez... Oui, ne répondez pas tous en même temps. Oui. Bon, hein, et ça, le réel du corps, c'est les orifices du corps au départ. Hein, les orifices qui demandent satisfaction, qu'ils soient sur la bouche, que ce soit l'anus, que ce soit tout ce que vous voulez, les yeux plus tard, hein, qui demandent satisfaction et qui chez l'enfant, on voit bien, hein, ça demande, hein, ça exige. Et alors ici, on va dire que c'est la langue. Il y a l'halation, vous savez, quand l'enfant fait la, et là, c'est les premiers balbutiements du langage. Et là, c'est le processus de symbolisation. C'est quoi la symbolisation? C'est que la mère parle de son enfant. La mère touche son enfant, parle de son enfant, hein, et va faire que ce bout de chair, c'est du corps. Que ce bout de chair, elle va voir les orifices, elle va voir sa demande,
Et l'enfant va commencer à pouvoir jouer avec ça, à demander à la mère, mais c'est plus de la nourriture qu'il demande, c'est de la mère, etc., etc. Mais l'enfant, petit à petit, je vais un peu vite là maintenant, tant pis. L'enfant, petit à petit, qui jouit, il jouit, hein, de cette matière qu'il n'a pas encore, puis qu'il va identifier petit à petit, sur lesquels il va pouvoir poser des mots plus tard, hein, eh bien, il va se faire inscrire par la langue de sa mère, il va faire inscrire sa chair comme corps. Pourquoi? Parce que la mère, la mère, il n'y a pas que la mère d'ailleurs, tout ce qui est autour, hein, le bain de langage dans lequel nous sommes sans cesse, hein, va poser des vrais signifiants. Bon, il y en a tout le tour, hein, il y en a partout. Bon. Bon. J'ai eu du mal à tout rassembler sur le même schéma. Hein, bon. Et bon, l'enfant ensuite va grandir, donc ensuite là, tous les signifiants. Et c'est ce qu'on appelle la chaîne signifiante. Et la chaîne signifiante, eh bien, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui donne, c'est ce qui produit des signifiants. C'est quelque chose qui tourne sans cesse, dans la mesure où la poussée vitale est permanente, elle fait tourner, c'est un schéma, hein, elle fait tourner ses trous, et elle fait tourner, pourquoi ce schéma? Parce que je vais en arriver à la position de l'analyste. Quelle position il doit prendre, oui, hein, pour être attentif à ça. Hein, bon. Et donc ça, hein, avec les signifiants, là, la chaîne signifiante, c'est l'inconscient. Moi je le mets comme ça, si ça vous va, ou il y en a qui mettent ICS. Bon. Hein. Et puis cet inconscient, il tourne, et il produit ce que nous recevons, nous, souvent, dans nos services, etc., des formations de l'inconscient. C'est quoi les formations de l'inconscient? Eh bien, c'est des rêves, c'est des symptômes, c'est des fantasmes, c'est des lapsus, etc. Hein, toutes ces choses-là, c'est en fait des ratés de la chaîne, enfin, c'est pas forcément des ratés, mais c'est des expressions de la chaîne signifiante qui, sinon, nous est inaccessible. Sauf, justement, si on peut être attentif à ça. Donc ça, vous aurez compris ça, enfin, j'espère que vous aurez compris, c'est pas trop flou, hein, ça c'est l'origine, et ça fonctionne toujours. La langue, première construction du corps par la langue, et ensuite la chaîne signifiante, on en a tous des signifiants, on ne s'en rend pas compte, hein, on est tous bons, hein, et des formations de l'inconscient. Bon. Et où peut se poser l'analyste? À mon avis, il se pose là. C'est une sorte de fenêtre. Vous connaissez la crèche. Vous savez, dans la crèche, il y a un personnage important, c'est le ravi. Le ravi, c'est celui qui est à la fenêtre, comme un bonnet, là, et qui regarde ce qui se passe. Qui regarde ce qui se passe sans discriminer, qui est tout à fait content de ce qu'il voit, hein, et qui regarde tout. Eh bien, l'analyste, à mon sens, il a cette position du ravi. C'est-à-dire celui qui est là, qui est à l'écoute. Bon, c'est une fenêtre, mais c'est une fenêtre surtout sonore, hein, bon, et qui écoute tout ce qui passe. Et, alors, c'est un... Oui, enfin bon. Et on peut essayer là de définir ce que Freud et ensuite Lacan ont précisé, l'attention flottante. On a tous entendu parler de l'attention flottante. Alors l'attention flottante, ça ferait que finalement
on flotte, hein, on flotte, on est la liste d'or, c'est pas grave. Bon, ça peut arriver, on peut être fatigué quand même. Hein, bon, mais c'est pas forcément flottante. Ça veut dire c'est la tension égale. Égal. Égal, ça veut dire quoi? Égal, ça veut dire qu'il écoute tout, qui ne discrimine rien. Et notamment ce que le patient dit, oh ça c'est pas important, ça c'est pas important. Non, je ne vais même pas vous en parler. Ou de quoi vous voulez me parler? Et bon, hein. On est l'attention égale. En fait, c'est ça la position. C'est l'attention égale. Il est là et il écoute tout, tous les bruits de l'univers, vous savez. Hein. Comme les paraboles qu'on voit, ben c'est un peu ça. Et il ne discrimine pas, il écoute tout. Bon. Et à cette condition, il pourra peut-être entendre un signifiant. Et faire tourner le Rubik's Cube, on va dire, du signifiant, avec le patient. Ou renvoyer ce signifiant au patient. Bon. Pierre. Dis-moi. C'est super ton schéma. Donc, on lit sur la chaîne du signifiant, c'est bien ça l'analyste. Qu'est-ce qui prouve que l'analyste ne projette pas ses propres chaînes signifiants sur le patient? Bien sûr que si. Eh bien, non, il ne les projette pas au patient. C'est-à-dire, en fait, Lacan dit bien qu'il n'y a pas deux inconscients. Il y a un seul inconscient là. C'est pour ça qu'il doit être dans l'attention égale. Et se laisser aller lui aussi à un peu fantasmer. Un peu, bon, ça m'est arrivé, je ne sais plus quand ça m'est arrivé. Vous voyez, j'ai oublié. J'ai refoulé ce signifiant-là. Mais il y a quelque chose qui sort spontanément. Hein, le médium, d'où ça lui venait? Ça lui venait de son inconscient à elle. Hein, d'autant que médium, ça renvoyait un demi-homme, demi-dieu. Demi-dieu, elle a perdu son père très jeune, etc. Pour elle, bon, et il a un frère qui a assassiné quelqu'un. Bon, ça a été, de ce médium, hein, il y avait énormément de condensation et de ce jeune garçon, et surtout d'elle, en fait. Et lui avoir proposé le médium, ça l'empêchait, en fait, de bien écouter cet enfant. C'est pas du contre-transfert, ça, c'est... Hein, le contre-transfert, ça voudrait dire que ce que me dit le patient, c'est une réaction à ce que dit le patient. Non. Ça peut exister, bien sûr. Mais c'est aussi ce que mon inconscient travaille aussi pendant que je suis avec le patient. Hein, je ne suis pas un pur reflet, etc. Moi aussi. Et justement, il y a parfois des interprétations. L'interprétation, finalement, de l'analyste, ça a le même statut vis-à-vis de l'inconscient que le symptôme du patient. L'interprétation est le symptôme de l'analyste. Puisque ça lui surgit comme ça. Parce que l'interprétation, c'est tout sauf des explications. Hein? Alors, dans... comment ça s'appelle? Cette série télévisée là, hein? En thérapie. En thérapie. Il explique beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a jamais expliqué, mais non. Hein? On peut aussi, nous aussi, produire du sens. Et le produire du sens, ça fait tourner la grande roue de la fortune. Je ne sais pas si c'est de la fortune, parce que ça coûte cher quand même. Mais ça fait tourner la grande roue. Donc, mais expliquer et ne faire qu'expliquer, ça sert strictement à rien. Ce qui sert, c'est vraiment... Bon, alors, en même temps, et là, c'est là qu'il faut bien différencier entre la position lacanienne, qui n'est pas une position thérapeutique, c'est une position, ce qui l'intéresse, c'est le réel de l'être. Ce qu'il y a hors langage. Hein, ce qui était avant. L'origine. C'est ça qui l'intéresse. Bon. Et donc, les signifiants ne sont que des scories. De même, ici, il y a ce qu'on appelle l'objet petit a. Hein. Alors, les formations d'un content, les rêves, les symptômes, ça c'est bourré. Enfin, bourré. Hein, d'objet petit a. L'objet petit a, c'est quoi? C'est des restes. C'est des restes. C'est simplement des restes de ce qui a été perdu. Hein. Alors, il y a aussi le grand A. Alors, le grand A, on pourrait le mettre là, mais je ne vais pas tout expliciter.
parce qu'il faudrait mettre aussi le moi là-dedans. Alors le moi recouvre tout ça, on ne voit rien, puisque le moi, c'est cette image préformée de moi-même. C'est mon idéologie de moi-même, hein, une idéologie en partie inconsciente. Bon. Mais donc l'explication, ça peut servir pour le lien, mais ça ne sert pas pour accéder là. Bon, donc, hein, la position de Lacan, c'est une position, finalement, quoi qu'il en dise, assez philosophique. Quoi qu'il a été un tenant de l'anti-philosophie. Hein. Et puis il y a la position plutôt où on veut être thérapeutique, sauf que, comment dire, et là on utilise, on fait un peu feu de tout bois. L'analyste lacanien, pour parler que de l'analyste lacanien, lui, il a juste à être là, comme le ravi de la crèche. Hein. Et regardez, il y a une autre expression, c'est... oui, c'est ça. Lacan, lui, il appelle ça le semblant. Le semblant, c'est pas faire semblant. Hein. Le semblant, c'est... Je comprends rien, je fais l'innocent, je fais la dupe. Faire la dupe, je ne comprends rien. D'ailleurs, il vaut mieux que l'analyste soit quelqu'un qui ne comprend rien. Qui ne comprend rien dans cette situation-là. Bien sûr, pas s'il essaye de vous expliquer quelque chose. Hein, bon, mais, bon. Et donc, c'est pour ça que je pense que Lacan a une position, comment dire, son but ultime, c'est la philosophie. Mais c'est la philosophie avec l'éclairage de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui est hors sens. C'est pas du non-sens, c'est pas du sens. Là, ça peut produire du sens. Hein. Là, c'est hors sens. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a que la mathématique qui peut rendre compte de ça. Bon. Quelle heure il est ? Ah, 16h33. Bon, allez, je finis. Finalement, j'ai un petit peu mélangé, mais c'est pas... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Peut-être vous avez déjà des questions à poser. Attendez, je regarde si j'ai des choses très importantes à vous dire. Encore. Oui, c'est ça, hein, la position de l'analyste, c'est justement pas le contre-transfert. Il peut y avoir du contre-transfert, il faut s'en méfier, mais c'est d'être soi-même en analyse. L'analyste est aussi en analyse. S'il n'est pas en analyse, c'est qu'il n'est pas prêt à accueillir à être dans les dispositions pour accueillir le signifiant, il n'y a pas d'analyse. Et justement, c'est pour ça que dans l'école lacanienne, qui s'appelle l'école freudienne, ils ont tenté, par le mécanisme de la passe, de savoir s'il y avait vraiment analyse. Hein, parce qu'il ne peut y avoir d'analyste que s'il y a d'analyse. Il n'y a pas analyse parce que quelqu'un se dit je suis analyste. Et après, alors, ça garantit quoi ? Rien. Hein, bon. Et le fait d'en savoir beaucoup, ne garantit pas non plus qu'il y ait analyse. C'est-à-dire qu'il y ait cette position-là, l'éthique de la psychanalyse, hein, l'éthique du psychanalyste, pour Lacan, c'est cette position-là. Comment il dit encore ? Le désir de l'analyste, le désir de l'analyste, qu'est-ce que le désir de l'analyste ? C'est le désir d'inconscient. C'est-à-dire que ça arrive. C'est-à-dire que le surgissement du signifiant et qu'il y soit prêt. Encore une fois, hein, je ne parle pas de notre travail de tous les jours. Hein, je parle de la situation psychanalytique. C'est pour ça que d'une certaine... pour ça au moins, la psychanalyse c'est une science. C'est-à-dire, elle a réduit son champ d'action et son champ de prétention. C'est-à-dire, il y a un monsieur ou une dame qui parle et un monsieur ou une dame qui l'écoute, dans certaines positions, etc. Le temps de séance, etc. Bon, mais c'est ça. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est en fonction de cette position-là. Et dans la situation psychanalytique, l'application ensuite
à nos services, etc., comme explication, comment on dit, comme inspiration. Parce que parfois, alors autre paradigme, c'est la théorie du chaos. Hein. Bon, parfois c'est le chaos en face de quoi nous sommes. Hein. Heureusement qu'il y a certains repères théoriques, même s'ils sont précaires, hein, même si on se trompe, mais au moins ça nous donne une boussole, plutôt que de laisser ce chaos devant nous se faire. Hein. Alors ça, c'est les autres paradigmes. Hein. Je vous ai dit que Lacan, c'est le structuralisme, ensuite c'est la topologie, etc. Certains ont abordé ça avec la théorie du chaos. La théorie du chaos, vous savez ce que c'est? La théorie du chaos, c'est l'eau qui bout. Hein, c'est on prend de l'eau, surface plane, et il ne passe rien, et on la met, on la chauffe, hein, on prend une casserole, on la chauffe, et tout à coup, ici, il apparaît un truc à partir de ça se met à tourner. Puis ensuite là, ça s'appelle les organisateurs primaires. Et à partir de ça, ça va bouillir après. Sauf qu'après, si on laisse bouillir, il n'y a plus d'eau. Bon, mais en tout cas, la matière, le réel, s'organise à partir de ça. Eh bien, les signifiants, c'est les organisateurs primaires. Bon. Voilà, l'analyste, oui, il disait, l'analyste n'a que son désir à donner, c'est-à-dire son désir d'analyse, son désir que l'inconscience manifeste. Finalement, le reste, tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a, je sais pas quoi, à répondre à l'amour, etc. On n'est plus dans l'analyse. Ça peut se passer, bon, mais on n'est pas dans l'analyse, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est très difficile et très exigeant de faire ça des tas d'heures par jour. C'est très difficile, c'est très fatigant. Là, allez, je vais un peu vite parce que pour vous laisser le temps de... Oui, autre chose, le psychanalyste n'est pas là dans son métier pour vérifier la théorie psychanalytique. Non, il est là pour être là, pour être dans cette position égale, d'attention égale, et d'avoir peut-être la chance qu'il y ait un signifiant central, un organisateur primaire pour ce patient qui est là, qui ne sait pas, qui croit dire, qui croit savoir ce qu'il dit, mais qui justement est surpris par les signifiants, puisse advenir. Alors ensuite on va dire, puis alors après quel signifiant? Non, mais l'analyste, il n'est pas, en tout cas dans le léganisme, l'analyste est là pour faire tourner la roue, pour que la roue continue à tourner, hein, et pour que les signifiants qui sont, quand le signifiant apparaît, Lacan dit, c'est le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire que là où il a été fait sujet, c'est son histoire particulière, là ça peut apparaître. C'est le seul moment où ça peut apparaître. Et c'est pour ça qu'il peut, certains ont pu dire, il n'y a d'inconscient que s'il y a quelqu'un pour l'écouter. S'il n'y a pas quelqu'un pour l'écouter, il n'y a pas d'inconscient. Tu vois, ça, bon, on peut en discuter après de ça, mais c'est une position radicale, mais c'est une position qui est assez logique par rapport à ça. Oui, alors après, c'était, je voulais dire deux, trois trucs sur la psychiatrie, mais c'est peut-être, la psychiatrie, c'est de la médecine, voilà. Bon. Pourquoi? Allez, après, j'arrête. Est-ce que ce ne serait pas logique et intelligible de dire qu'il n'y a pas de langage s'il n'y a personne pour écouter, plutôt que de dire qu'il n'y a pas d'inconscient? Non, tu peux très bien parler sans que personne t'entende. Tu peux dire comme un langage, mais il n'y a pas de langage et personne n'écoute. C'est pas la même chose. Tu vas dans le parc, tu es tout seul, tu parles tout seul, on va dire, Ali parle tout seul, hein, il y a langage. Mais, bon, mais c'est surtout pour définir la position de l'analyste. Bon, il y aurait encore des tas de choses à dire. Vous voulez finir en conclusion, peut-être sur ce que vous vouliez dire sur la psychiatrie, du coup? Sur la psychiatrie, pour moi, c'est de la médecine, la psychiatrie. Mais c'est bien, la médecine, c'est utile. Pourquoi c'est de la médecine? Parce que nous savons, avant le patient, ce qu'il va nous dire. C'est-à-dire, on sait si c'est une hallucination, on sait si c'est un délire machin, on sait si c'est une conversion hystérique, on va reconnaître, on le reconnaît. Alors ensuite, le sens. Alors ensuite, la médecine, c'est pareil. Interroger un patient, c'est quoi?
On va l'orienter un peu pour qu'il dise est-ce que vous avez mal à tel endroit, est-ce que ça correspond à tel trajet, etc. C'est déjà écrit, la médecine. Il y a une formule, des formules aussi qui ont été interprétées qui prêtaient à confusion, notamment par exemple ne pas céder sur son désir. En fait, alors certains ont dit bon allons-y, on fait tout ce qu'on a envie de faire, etc. C'est pas du tout ça que Lacan voulait dire. Ne pas céder, ça s'adresse à l'analyste, ne pas céder sur son désir d'analyse. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire ne pas céder sur cette position-là, sur leur avis, sur le fait d'être... Encore une fois, je ne parle pas de la clinique pédiatrique, etc. Mais je parle... ne pas céder sur son désir. C'est-à-dire... mais c'est une position... toute la journée comme ça, c'est difficile d'avoir une attention égale, parce qu'on peut être distrait, etc. Bon, si on est distrait, il faut être aussi sensible à sa distraction. Bon, c'est pas un métier facile. Bon, je ne sais pas si le métier est facile, mais c'est pas un métier facile. Il y avait une autre... Moi, il y a une phrase qui est trop dans ma tête. Quand on dit la guérison, c'est de surcroît. Oui. C'est quelque chose par hasard. Oui. C'est pas le but. C'est pas le but. La personne est guérie. Oui, c'est ça. Ce qu'on a fait, pourquoi les choses ont produit. Voilà. C'est ça. Oui. Mais encore une fois, on ne cherche pas l'explication. On ne cherche pas l'explication. On cherche à faire que le système, qu'on veut dire bloqué, recommence à tourner. Et puis les explications, le sens donné, le soin, tout ce qu'on veut, ça peut être, c'est utile. Parce qu'en même temps, nous sommes quand même, on a un grand handicap, c'est qu'on s'appelle des soignants. Donc on est obligé de soigner. C'est bien de soigner. On ne va pas dire, non, on est obligé. Et donc, notre bonne volonté, attention à notre bonne volonté, elle est pleine de mauvaise volonté. Bon, elle est coupable, mais malgré tout ça, c'est un grand ensemble qui fonctionne. Bon, et c'est un grand corps. Oui, alors on va être chacun insignifiant pour les autres signifiants. On va être chacun. Et bon, on peut essayer de comprendre, de comprendre au moins comment un service, comment ça peut fonctionner et comment ça se fait qu'on soigne les gens. Est-ce qu'il y a que ces satanés neuroleptiques ou autres qu'on prescrit aussi? Non, c'est un ensemble. Et bien malin qui va pouvoir vraiment isoler, c'est ça qui est important, etc. C'est peut-être des choses qui sont dites dans une chambre alors qu'il y avait un soignant avec et c'est tout. Bon, alors, et d'ailleurs, Lacan dit bien qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il faut être très modeste, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'à ce moment-là, on recueille le signifiant qui ouvre un tas de champs de sens, même si ces sens, après, qu'est-ce qu'elle va faire, Elisabeth? Elle s'appelle Elisabeth. Qu'est-ce que va faire Elisabeth du médium? Maintenant, je vais la revoir demain. Je vais lui dire, alors, votre médium? Bon, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais on essaye d'élaborer, dans ce chaos, on essaye de mettre des axes pour essayer de comprendre. Mais je pense que dans un service, il peut très bien y avoir... je pense que, d'abord, à mon avis, il est difficile aujourd'hui d'être dans la psy sans se dire zéro lacanien. Je pense que c'est pas possible. Le lacanisme est tellement entré dans la culture et dans notre culture que c'est pas possible. C'est à notre insu. Mais des positions plus institutionnelles de l'institut, plus classiques, mais oui, ça peut être utile, c'est bien sûr. Ça peut être thérapeutique, ça peut être bon. Donc, alors certains diront, oui, mais ça c'est de l'éclectisme, c'est un peu suspect. Oui, mais la réalité, ça marche comment? On a tous la même formation, on a tous les mêmes espoirs. Non. Bien. Merci.